débat, il est généralisé. Premier devoir, à mon sens, vu de l'extérieur, mais je suis heureux de vous entendre, c'est d'essayer d'économiser sur tout ce qui corrompt ou qui apporte une contribution au réchauffement climatique, aussi bien la réduction d'utilisation de l'énergie par les compagnies de remontée mécanique, dans les sociétés et dans les immeubles de montagne. La deuxième chose, c'est de s'appuyer sur les technologies et d'avoir pas peur de s'appuyer sur les technologies pour aller dans ce même sens. Je crois que là, la France, qui est quand même, je dis toujours à mes compatriotes qui sont parfois un peu condescendants parce qu'il n'y a aucune raison de l'être, dit que regardez la France, c'est le pays des prix Nobel. Cette année encore, il y a des prix Nobel, c'est donc un pays de... Je vous raconte au passage, puisqu'on est entre amis, quand j'étais enfant, nos amis français nous disaient de temps en temps, alors les petits Suisses, est-ce vrai que vous avez un ministère de la Marine? Alors nos parents nous avaient dit, réponds, c'est vrai, d'ailleurs vous avez aussi un ministère des Finances. alors c'était une réponse, mais enfin revenons au sujet. La dette est, à mon avis, un des grands soucis. Si les collectivités locales ou régionales sont moins endettées que d'autres, elles auront les moyens de riposter. Et puis la dernière chose, c'est évidemment l'innovation dans les offres aux particuliers, dans les offres En arrivant ici, j'ai demandé à Michel Fayetta, qui aime ce pays, qui le connaît bien, qu'est-ce qu'on fait à Châtellerault? Il m'a dit, il y a de très jolies promenades, là en bas il y a la rivière, merveilleuse promenade le long de la rivière, et l'animation de cette commune est impressionnante. En été, comme en hiver, il y a beaucoup de monde. Vous êtes le maire, non? Non, il n'y a pas le maire ici? Oh non. Alors lorsqu'il a 60 personnes de votre qualité, il faut lui dire qu'il devrait contribuer à la bonne connaissance de ce village qui mérite d'être connu. Il faut donc inventer des nouvelles activités, aussi bien culturelles que sportives. Et je crois qu'à la fin, on s'en sortira un peu moins bien si on habite à mi-pente, un peu mieux si on est un peu plus haut. Mais là, c'est à vous de me donner des leçons. Je crois que je ne veux pas faire un discours beaucoup plus long pour simplement vous donner rendez-vous dans 10 ans, puisque je reviens tous les 10 ans. Si vous m'invitez, j'aurai 91 ou 92 à l'époque. Ce sera pas mal si on tient le coup jusqu'alors. Ça prouve que l'air alpin est quelque chose qui fait vivre longtemps. Martigny n'est pas très élevé, mais c'est déjà une ville du monde alpin. Et je me dis avec fierté que cette commune que j'ai présidée dans les années 80 et 90 a prévu souvent des installations qui deviennent adaptées au réchauffement climatique. Et je disais déjà à mes collaborateurs, si on ne le fait pas, c'est les écologistes qui le font. Et j'avoue que je n'aimerais pas les avoir sur les pattes trop souvent. Donc essayons de faire. Essayons de faire. Et à l'époque, on avait fait un programme de rénovation des bâtiments. Tous les bâtiments étaient mis à jour. Et puis introduit le chauffage urbain. Et aujourd'hui, je crois que la moitié de la ville dépend du chauffage urbain. Fait des essais avec des éoliennes et des panneaux solaires. Quand on passe avec l'autoroute, on voit encore les restes d'une éolienne qui était intelligente, mais pas conçue pour une puissance de vent importante. Donc, il fallait la freiner lorsqu'elle risquait de produire de l'électricité, parce que l'emballement pouvait provoquer la chute des rennes. Bon, c'est l'aventure scientifique et technologique. C'est ce à quoi on doit s'exposer lorsqu'on veut aller de l'avant et ne pas pleurnicher parce qu'il y a des échecs, mais s'enthousiasmer lorsqu'il y a des réussites. Et vous y contribuez. Merci et je me réjouis de vous entendre et de vous retrouver dans 10 ans. Mesdames, Messieurs, comme nous sommes entre amis, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Et c'est mon histoire, mon expérience de l'influence du climat sur une station de ski. Quand j'étais adolescente, mes parents ont acheté un appartement à Torgon. Donc c'est une station dans le Valais, Porte du Soleil. À l'époque, mes parents et moi, on pouvait y skier en gros de janvier à mars, sans devoir se soucier de l'enneigement qu'il y avait dans la station. L'appartement était situé à 150 mètres des remontées mécaniques et à l'époque,
en revenant de la journée de ski, on pouvait déchausser vraiment devant la porte. Et ski devant le bâtiment, c'est vraiment devenu un luxe. J'ai eu la chance, il y a très longtemps, quand j'étais tout jeune étudiant, de côtoyer quelqu'un que vous avez peut-être connu, ou entendu parler, qui était Jeannot Catlin, qui était un peu le père des domaines skiables modernes, et qui était à l'époque à Courchevel. Et lui, il disait toujours qu'une piste de ski, ça doit être encore plus entretenue, encore plus préparée qu'un green de golf. Et sa théorie était que une piste de ski, avec seulement 20 ou 30 cm de neige, elle devait pouvoir être ouverte aux skieurs. Alors ça nécessite d'avoir des terrains préparés, d'avoir des terrains épirés, que les pistes de ski soient drainées, et donc toute une préparation d'été. Et finalement, mon discours, c'est de dire, quand on parle de neige, c'est pas du tout la même chose que parler de ski. Bien sûr qu'on skie sur de la neige, mais c'est pas la même chose. C'est comme se baigner dans une rivière et se baigner dans une piscine. On n'est pas dans le même milieu, on est toujours dans l'eau, mais pas dans le même milieu. Donc, à mon avis, la question qui se pose sur le devenir des stations de ski, elle doit pas seulement s'examiner en considérant des données climatiques, mais en considérant l'ensemble des données. Donc, une donnée qui n'est pas naturelle, mais qui est évidemment fondamentale, qui est le modèle économique. Si les stations de ski, même de moyenne altitude, sont capables d'affronter 3 ou 4 hivers avec très très peu de recettes, sans faire faillite, le problème est très différent de ce qu'il est si elles sont absolument tenues de faire un certain chiffre d'affaires chaque année. Donc, à mon avis, l'avenir du ski et des stations de ski, et donc des régions de montagne, parce que l'économie du ski soutient quand même toute l'économie de montagne, elle ne doit pas uniquement être imaginée en fonction de paramètres climatiques. Et je trouve que on entend souvent cette réflexion, les glaciers reculent, alors le ski c'est fini. Mais c'est juste un non-sens. Parce que le recul de la glace et la neige sont deux choses totalement différentes. Les glaciers meurent essentiellement parce qu'ils fondent trop l'été. Mais ça n'a rien à voir avec l'accumulation de neige en hiver qui permet le ski et qui peut être nettement moins. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de climato-sceptique dans la salle parce qu'ils auraient déjà hurlé sur ce que vous venez de dire. Donc, il n'y a pas de... On fait tous partie de ces gens qui aimons pouvoir, qui prenons du plaisir à utiliser la glisse avec le ski. Et moi, vraiment, je suis sidéré par la nuance que vous apportez entre... Déjà, j'avais jamais réfléchi au fait que la neige était un produit travaillé. Et j'aimerais voir si... j'ai oublié ton prénom. Sébastien. Comment tu réagis là-dessus? Est-ce que toi, en tant que tu es un professionnel de la neige, est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'il faut expliquer au grand public que la neige n'est plus forcément un produit naturel, mais un produit travaillé? Oui, il faut l'expliquer au public, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, on est mis au pilori, des remontées mécaniques elles-mêmes, et on a plein d'éléments. Je vais un pas plus loin, je vais sur l'impact CO2, mais les remontées mécaniques en elles-mêmes sur un séjour en ski, et c'est des études françaises qui sont très détaillées là-dessus, c'est 3% de remontées mécaniques d'impact CO2 sur un séjour d'un client. Le plus gros, c'est la mobilité. Ouais. Mais la mobilité vaut pour plus de 50%. Aujourd'hui, on est sur un problème de société. Et on ne peut pas mettre au pilori un des acteurs, je dirais, de cette activité-là. Et pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est que tout le monde doit faire des efforts, mais les remontées mécaniques, eux, ont, je dirais, par rapport à ce 3%, ils ont très peu. Et si on prend par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, toute l'énergie, on est sur l'énergie électrique, à part les dameuses, on n'a presque pas d'impact. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et on le voit, et aussi par rapport à la neige travaillée, c'est un élément clé. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité sur la France et surtout la Clusaz, qui a été mis au pilori par rapport à un nouveau lac artificiel, qu'ils ont tout stoppé. Mais à un moment donné, on a d'autres éléments, et je prenais avant avec Robert, quand on discutait, nos élus ont créé des bis ou des canaux d'irrigation, surtout dans le cadre du Valais, mais c'était pour vivre. S'ils n'avaient pas ça, ils ne pouvaient pas faire de la culture, ils ne pouvaient pas faire d'agriculture, etc. C'est-à-dire que la terre était infertile. Et aujourd'hui, on est en train de mettre au pilori les remontées mécaniques, mais ils sont juste en train d'essayer de garder un business fertile et continuer à avoir une activité économique dans les montagnes. Et c'est ça qui est extrêmement difficile pour nous, parce qu'on se bat pour une certaine chose, pour créer
un cadre économique viable. Et puis d'un autre côté, il y a cet aspect écologique dur. Et puis sur la fin du ski, où les médias et les écologistes ne nous aident pas. Et c'est très difficile d'avoir un discours comme Robert, parce qu'il a ses études, mais d'avoir aussi des arguments et que les médias sont prêts à les lire. Et ça, c'est la partie complexe de notre métier. Mais j'ai effectivement sévi 21 ans à Téléverbier. Alors, c'est assez intéressant parce que ça confirme ce que j'ai vécu pendant 20 ans, mon expérience, confirme ce que vous avez dit. Effectivement, à Verbier, alors c'est une station très spéciale, je ne sais pas si ici beaucoup de personnes connaissent Verbier, mais on a la chance d'avoir 30-40% du domaine qui est damé et 60% du domaine qui n'est pas damé. Donc, je confirme ce que vous avez dit. Sur les parties qui sont damnées, on arrive à descendre jusqu'à 1500 mètres, voire plus, sans aucun problème, en ayant une neige, effectivement, qui est une neige de piscine, comme vous l'avez bien dit. Et sur les autres 60% du domaine, on a une neige qui est la vraie neige, c'est-à-dire on skie comme on skiait il y a 60 ans. Et là, effectivement, ça rejoint l'autre aspect que vous avez avancé. La neige arrive beaucoup plus tard dans la saison. Et on n'arrive pas à ouvrir souvent le domaine, l'ensemble du domaine. Encore l'année dernière, on a des sommets à 3300 mètres. On ne pouvait pas skier. Parce que la vraie neige, effectivement, n'était pas arrivée. Et il y a un autre élément que je confirme sur ce que vous avez dit, c'est qu'on a des statistiques depuis plus de 40 ans. Et on a ces statistiques à 2000 mètres. Et à 2000 mètres, effectivement, d'année en année, la quantité de neige qui tombe est plus importante. Donc ça confirme exactement ce que vous avez dit. Merci. Tous ces éléments sont à prendre en compte. Et puis je terminerai sur une chose très importante, c'est l'aspect local. C'est-à-dire, je pense que les professionnels de la montagne doivent travailler sur le plan local, même d'une vallée, d'un versant à un autre. Ça ne sert à rien, je suis venu skier ici cet hiver, je confirme ce que vous avez dit, en janvier, à Noël, Verbier, il y a des gens que je ne pouvais pas skier, je suis venu là, vouloir skier là au-dessus d'abondance, je pense quand même que c'est une hérésie, même si on sait faire de la neige. En revanche, sur les pentes nord, sur un domaine de Verbier, on a Bruzon, que M. Couchepin doit très bien connaître, et ben, sans neige travaillée, on descend pratiquement toute la saison jusqu'à 800 mètres, parce que c'est plein d'eau. Voilà. Alors peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, Magic Pass, c'est une association sous une forme de coopérative dans le cas de la Suisse. C'est une société un peu spéciale où chaque membre a une voix, chacun, indépendamment de sa taille, de son importance, a exactement les mêmes droits et les mêmes obligations que n'importe quel autre membre. Et dans ce cadre-là, le Magic Pass a été créé en 2017. On était dans une situation en Suisse, pour bien le comprendre, après 10 ans de recul dans les remontées mécaniques, on a perdu 30% de notre clientèle. Il y a certaines exceptions, comme Verbier, qui surfait sur une vague, ou Zermatt, certains domaines étaient reçus, mais l'ensemble des remontées mécaniques suisses est passé de 30 millions de journées skieurs à 21 millions. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu énormément de clientèle internationale. En Suisse, on partageait environ 55 ans, 15 millions de locaux, c'est-à-dire de Suisses, 15 millions d'internationaux. Je ne vais pas refaire l'aspect de l'euro, mais beaucoup le connaissent. L'euro qui était à 1 franc 60-65 est tombé à même 90 centimes ou 90 centimes par rapport au franc suisse. C'est-à-dire que la perte de pouvoir d'achat des clients européens a été de 30 à 40% en quelques mois. Ça a eu un impact important sur les remontées mécaniques. Qu'un client qui vient du Benelux, qui vient de France, qui vient d'Allemagne, cette augmentation, il préférait autant se rendre en Autriche, en Italie, en France, que de choisir des stations de ski des Alpes suisses, et ce qui était compréhensible.
et les remontées mécaniques étaient fortes, ont réussi à passer cette crise, mais l'ensemble des remontées mécaniques suisses étaient vraiment dans une situation de perte économique, mais aussi de perte de clientèle. Le seul élément qu'on a vu, on a dit on doit faire recycler nos clients suisses. C'est le seul moyen. D'aller chercher de la clientèle internationale, on n'avait aucune possibilité, on ne pouvait pas descendre nos prix. Le coût de la vie en Suisse est quand même haut et on avait un aspect de prix important qui était à conserver. Et 4 montées mécaniques se sont associées pour créer finalement ce qu'on a appelé le Magic Pass. C'est un abonnement de ski été-hiver à l'année, sans restriction, et on l'a lancé à moins de 400 francs suisses, aujourd'hui 400 €, 399 ou 99. Et cet abonnement de ski a été surtout adressé à de la clientèle locale, première chose, de résidence secondaire, ou même de tourisme. Je vais une fois sur les Alpes vaudoises, une fois sur le Valais, je peux venir de Fribourg, etc. Mais un élément extrêmement important, c'était d'engranger des clients des villes, qui étaient surtout Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Genève. Parce que ces clients-là, s'ils n'avaient pas une attache dans une des remontées mécaniques, il fallait de la neige, il fallait du beau temps, il fallait que plein de conditions soient réunies pour partir sur un week-end ou sur une journée aussi. Et notre objectif a été de faire, ce qu'on a dit, ressortir les skis de la cave à beaucoup de clients. Ce qu'on a réussi. Le Magic Pass s'est lancé en 2017 avec un objectif qui était plus ou moins à 100 000 clients. On n'a pas atteint l'objectif, on était à 85 000. On s'est dit, c'est un premier pas. Mais on y croit. Aujourd'hui, on a lancé le 7e au mois de mars. On va dépasser les 180 000 clients. C'est une société aujourd'hui avec ses produits annexes qui dépasse les 70-70 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou francs suisses. Mais ce qui est extrêmement important pour revenir à l'aspect climat, parce que c'est aussi le débat de ce soir, et c'est là où c'est important, l'objectif du Magic Pass, c'est de garder le ski dans les remontées mécaniques de basse altitude. Même si elles ouvrent une année sur 4, même si elles ont beaucoup de difficultés, alors le Magic Pass leur assure un revenu minimum chaque année, qui couvre en tout cas leurs frais, qui permet de conserver ces installations. Pourquoi? Parce qu'elles sont très importantes dans le développement des futurs skieurs. Les familles de Fribourg, les familles de Lausanne, de Neuchâtel vont dans des stations de proximité. Surtout quand vous avez des enfants en bas âge, vous n'allez pas partir pour une journée et faire 2 heures de route. Vous allez prendre ça pour quelques heures dans ces stations-là. Et ce qu'on se rend compte, et le plus intéressant pour ceux qui connaissent la région, vous avez des stations de ski, des Paco, des Rochers de Nez, qui se trouvent juste à quelques kilomètres de Vevey, Montreux, Lausanne. Ces stations de ski avaient plus de fréquentation. Aujourd'hui, leur plus grosse journée, c'est le mercredi. Pourquoi? Parce que des gens, même qu'ils ont des résidences secondaires et qu'ils font 1 heure à 3 heures de route le week-end, mais ils ne skient pas la semaine. Maintenant, ils skient. Et les enfants vont beaucoup skier le mercredi après-midi parce qu'ils ont de la proximité. Et ça devient une mode. Et ce qu'on se remarque, c'est qu'au niveau local, ça entraîne plein de monde à venir. Et c'est ça qui est extrêmement important, cette dynamique. J'ai une petite question. Au fond, chaque station a un potentiel de clients beaucoup plus élevé que dans le passé. Alors, est-ce qu'il y a tout d'un coup des mouvements de la herde, comment dire en français, c'est la horde statistique qui vient dans une station et qui engorge une station au risque de faire perdre de l'attractivité et à terme la station. Deuxième question, est-ce que vous entendez peut-être faire une section une fois du Magic Pass pour l'étranger avec une innovation intelligente du point de vue économique et juridique? Ok. Alors, première chose, réponse à la question, on s'est posé la même au lancement du Magic Pass. La première question était de se dire, si je peux aller au McDonald's dans mon abonnement ou aller dans un 2 étoiles, tout le monde va devoir manger dans le 2 étoiles. Et on se posait cette question et on devait rassurer les membres de la coopérative. On a mis un mécanisme en place, c'est pas pour rien qu'on a mis une garantie de chiffre d'affaires par jour d'ouverture. C'est-à-dire que si des stations continuent à ouvrir la même chose mais perdaient de la clientèle, on l'a compensé. On a un fonds de solidarité qu'on a déjà dû activer à cause du Covid, mais qui n'était pas à cause, je dirais, de ce principe-là, mais qui a été dévié lors de la fermeture du 13 mars 2020, où on a versé 1,7 million
à certaines remontées mécaniques qui étaient quand même conséquents. Et aujourd'hui, ce fonds de solidarité continue à alimenter. On a plus de 2 millions qui sont en attente si une station est pénalisée par rapport à ça. Quelle est la réalité? La réalité, quand un Grand Montana faisait encore partie de nous, et un Villars ou un Saas-Fee ou un Krimelzinal, les grands font plus 30%, les petites font la même chose. C'est-à-dire qu'un axe qui est petit voit exactement la même progression. Sur la deuxième question, alors, on a une première station en France qui fait partie de l'offre Magic Pass, qui est Métabier, à côté de Valorbe. Ça nous a demandé beaucoup de travail du point de vue de certains services de l'État suisse et de l'État français. On a eu une super collaboration là-dessus. Ce qu'on a surtout remarqué, c'est que tout le monde a eu un intérêt important. Et on a eu, par rapport à un problème que vous connaissez entre la Suisse et la France, mais là on a été pas victime, mais on a dû mettre en place les choses de manière très cadrée, c'est tout ce qui est la TVA. Et on est sur un aspect où on vend sur le territoire français, mais comme le revenu est fait sur les entrées, c'était très difficile de faire comprendre ça à nos amis français, surtout à Paris. Et là-dessus, ils voulaient des garanties de TVA parce qu'ils n'avaient peur de pas être payés. Alors on a dit non, mais vous voulez combien de garanties? On vous verse, il n'y a pas de souci, on vous verse les garanties nécessaires, vous serez payés. Et c'était un peu ça qu'eux n'avaient pas l'habitude parce que dans les répartitions en France, c'est un peu différent. Et aujourd'hui, il y a des demandes du côté de l'Italie pour rejoindre aussi le Magic Pass. Alors on ne sait pas où ça va aller, mais il y a un travail dans ce cadre-là. Et on voit que cette initiative privée séduit de plus en plus aussi à l'étranger. Par contre, les gens ont beaucoup de difficultés à se projeter. Parce qu'ils voient ça presque comme aujourd'hui, je ne veux pas dire un rouleau compresseur, mais c'est une structure tellement grande, qui est conséquente. Et derrière, vous devez, entre guillemets, participer à une communauté du point de vue entrepreneurial. Et vous ne pouvez pas, vous perdez une certaine indépendance. Mais aujourd'hui, le gain est plus important de participer à cette communauté entrepreneuriale que d'être indépendant pour beaucoup de remontées mécaniques. Mais indépendamment de ça, quelqu'un qui part, qui vient faire du ski, de randonnée, ou qui vient faire une journée de ski, son impact carbone, il l'aura fait au niveau de son déplacement. Alors qu'est-ce qu'on peut corriger ça? Et c'est là le plus important. Aujourd'hui, pour moi, ça reste la mobilité. Et tant qu'on n'aura pas corrigé la mobilité, en Suisse, on a de la chance d'avoir des transports publics, je dirais, extrêmement performants. Le gros problème qu'on a quand vous partez skier, c'est le matériel. Parce que si vous êtes une famille avec les bagages, les skis, etc., vous oubliez. Surtout quand il y a des ruptures de ligne, ce qu'on dit, il y a des changements de train ou on prend un bus. Là-dessus, c'est complexe. Est-ce que vous ne pensez pas que le modèle économique de la montagne est en train de changer, avec une occupation qui sera peut-être plus longue sur l'année, sauf peut-être au moment, on va dire, vraiment de la fonte des neiges, et que de ce fait-là, on va faire aimer la montagne autrement. On va la faire aimer peut-être l'été, et qu'on va peut-être, pour certains, la redécouvrir l'hiver. Il y a 40 ans, la station de Molaison, sur Fribourg, a pris le pas de se dire que l'hiver était trop incertain pour eux. Ils sont partis sur un tourisme estival. Aujourd'hui, la station de Molaison fait en moyenne 60 à 70% son chiffre d'affaires en été et le solde en hiver. Même s'ils n'ouvrent pas en hiver, ils sont rentables avec l'été. Alors c'est extrême, mais eux ils ont pris cet axe-là et ils ont du succès là-dedans. Et je pense que comme toute remontée mécanique, du fait comme on les a fait, on voit très bien les Alpes fribourgeoises et Préalpes, ils sont tous en train de partir sur cette dynamique-là. C'est que l'été pour eux devient la saison la plus importante avec un chiffre d'affaires qui normalement dépasse le 50% et ils développent des activités à ce niveau-là. Et ça c'est important. Et ce qui est en train d'être très pertinent, c'est que l'inspiration, aujourd'hui, pour les stations même de moyenne et haute altitude, l'exemple en vallée, ils vont les chercher dans ces remontées mécaniques-là et sur cet exemple-là. Nous, Morzine, nous sommes à 1000 mètres et nous allons jusqu'à 2000 mètres. Donc on est complètement, on va dire, dans le mauvais espace, on va dire. Si on était en dessous, on serait fait une question d'existe que.
Si on était au-dessus, on n'aurait pas les soucis qu'on se pose aujourd'hui, ou en tout cas moins. Voilà. Mais est-ce que ça s'appellera toujours station de ski? Nous, on a déjà un peu changé, on appelle ça plutôt un domaine de loisirs. Voilà. En se projetant à 25-30 ans, le ski peut encore perdurer à notre altitude, à nos altitudes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts, ça ne veut pas dire qu'il faut repenser notre système économique. Mais en France, on fait face en ce moment à, et vous avez parlé tout à l'heure de la CUSA, à un vrai ski bashing. C'est tout ce qu'on fait, c'est mal fait, on est des pollueurs. Je suis pas tout à fait d'accord avec la personne qui a parlé tout à l'heure quand on dit neige artificielle. Nous, on l'appelle pas neige artificielle parce que artificielle, il y a une connotation qui n'est pas bonne. On préfère l'appeler neige de culture. Voilà. Après, c'est une différence d'appréciation. On utilise des machines programmées qui, on essaye, consomme de moins en moins. On fait un vrai travail sur l'éco-conduite, l'éco-conduite de nos chauffeurs. On fait un vrai travail de sensibilisation de tous nos salariés. On fait la chasse au gaspillage. On isole nos bâtiments. Enfin, voilà. On essaye de faire plein de choses. On ne montre pas l'exemple parce qu'on n'a pas la prétention de montrer l'exemple. Mais en tout cas, on essaye de sortir de cette image qu'on essaye de nous coller, comme quoi on est des bonnes. Voilà. J'insiste aussi sur le fait qu'à chaque fois qu'on terrasse des pistes, ou avec des engins, on modifie les terrains, chaque fois on revégétalise les pistes et avec des semences faites pour les alpagistes, en concertation avec eux. Ça c'est systématique, chaque fois qu'on terrasse, on revégétalise. Voilà. Je voudrais rebondir en qualité de conseil d'un certain nombre de remontées mécaniques, en l'occurrence Châtel et Morzine, entre autres, sur l'importance que vous évoquiez des stations de basse altitude pour maintenir un fonds de clientèle et renouveler les générations. Comment envisager une mutation et on peut quand même, eu égard à l'importance de l'hiver, considérer que c'est un mythe, voire une utopie d'imaginer que l'on maintiendra un tel tissu économique avec une activité estivale. Le rapport de puissance financière et de masse de clientèle est tel que, en l'état, et pour encore un certain temps, c'est juste une utopie. Que vous connaissez ou pas, la France a un modèle d'exploitation très particulier. Alors une anecdote, je ne sais pas si vous savez comment on repère un athlétisme qui court de 100 mètres, comment on repère le français. Alors en général, c'est celui qui a un sac de 25 kilos sur le dos, et à l'issue de la course, on a pour habitude de l'interroger pour savoir comment il n'est pas arrivé premier. C'est ce qui se passe pour les remontées mécaniques. En France, on travaille, la remontée, le transport est un service public. Donc, il est entre les mains des collectivités qui le sous-traitent à des exploitants pour des durées déterminées. Donc, on vous parle d'amortissement sur 25-30 ans, mais il faut savoir que la délégation d'exploitation est en général de 20 ans, et au bout de 20 ans, vous rendez tous les appareils. Vous les remettez à l'autorité délégante, qui est la commune, et elle vous indemnise pour le reste de la valeur nette comptable. Donc ce que vous n'avez pas amorti. Et c'est le seul prix qu'elle vous donne. Il n'y a pas de notion de fonds de commerce, il n'y a pas de notion de survaleur, de valeur de marché, de valeur concurrentielle, on oublie tout ça. Ce qui veut dire que les exploitants en France font leur rentabilité sur une exploitation attendue de 20 ans, et après, ils sont en appel d'offres ouvert, public, concurrentiel. Et ils n'ont aucune sécurité de pouvoir retrouver ce qu'ils exploitaient. En Suisse, des projets de réutilisation des eaux usées pour faire de la neige. Bonne question, mais très compliquée, parce que souvent, ce que vous avez, les stations
d'épuration se trouvent souvent en plaine ou beaucoup plus en basse altitude. Et si vous devez remonter l'eau d'une altitude, je prends le cas de la commune d'Agnon, la station de ski d'Anzaré, se trouve à 500 mètres d'altitude. Si vous devez aller ramener l'eau à 2000 mètres, vous oubliez, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que dans l'avenir, on ne devrait pas avoir des stations d'épuration par rapport, je dirais, aux remontées mécaniques aux destinations de ski et de réutiliser ça. Ça peut être une possibilité, c'est certain. Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas cet esprit-là quand on les a fait il y a 30-40 ans ou plus.